Un chômage historiquement bas, un déficit public divisé par 2 en un an, une maîtrise migratoire qui tient certaines promesses, une rigueur budgétaire qui pourrait en inspirer d'autres, une politique de natalité ambitieuse, oui ça existe, non. Giorgia Meloni n'a pas plongé l'Italie dans le chaos. Aujourd'hui considérée comme la personnalité la plus influente d'Europe, Meloni a déjà un très bon bilan en tant que présidente du Conseil des ministres. Rarement, l'Italie a connu une pareille stabilité. Parce que rappelez-vous ce qui se passe en octobre 2022. Le président Sergio Mattarella vient de dissoudre les 2 chambres du Parlement et impose de nouvelles élections législatives. L'Alliance des droites, portée par Giorgia Meloni, obtient 44% des votes au Parlement. Fratelli d'Italia, Forza Italia et Lega Nord sont majoritaires. Et un peu comme dans le système français, c'est cette majorité qui doit nommer le ou la présidente du Conseil des ministres, en gros l'équivalent du Premier ministre pour nous. Évidemment, c'est Meloni qui va être nommée, et à l'époque, sa victoire en Italie est perçue comme le retour du bruit des bottes. Ça y est, on parle du retour de l'extrême droite, du fascisme, de la dictature. Encore maintenant d'ailleurs, en témoigne cet article de Libération, sobrement intitulé « La post-fasciste Giorgia Meloni met l'Italie à sa botte ». Alors ce que Libération ne dit pas, et d'ailleurs quasiment personne n'en a parlé, mais c'est que Giorgia Meloni a été la cible d'un attentat d'extrême droite. La vraie extrême droite, celle d'un groupuscule qui s'appelle la Werewolf Division. Tapez sur internet, je pense que vous allez vite comprendre l'ambiance. Bref, la gauche a peur de l'arrivée de la politicienne italienne. Il y avait cette phrase géniale au passage de Giorgia Meloni qui avait fait trembler tout un monde. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. Alors qu'en fait la victoire de Meloni c'est juste le début d'une suite logique de pays occidentaux qui se droitisent et favorisent les politiques patriotes et fermes sur le régalien, on y reviendra. Donc aujourd'hui vous l'aurez compris, on va faire un rapide bilan de mi-mandat de Giorgia Meloni. Je pense que ça va vous plaire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. Alors on va commencer par le plus croustillant, je vous connais, ces stats sur l'immigration qu'il faut connaître. C'est pas forcément la partie la plus surprenante de ce décryptage, mais il faut bien sûr en parler, particulièrement de la gestion de l'immigration clandestine. Ça a toujours été une des priorités de son mandat. Depuis qu'elle est au pouvoir, Giorgia Meloni n'a pas complètement fermé les portes, comme l'avait fait son prédécesseur Matteo Salvini en 2019. D'ailleurs Salvini risque d'aller en prison pour ça. Mais Meloni a quand même rendu les choses beaucoup plus dures pour que les migrants arrivent en Italie. Alors petit aparté, on est beaucoup à voir en mémoire l'épisode de Lampedusa qui contredit un peu ce que je viens de vous dire. C'est vrai qu'en septembre 2023, on se souvient de cette crise migratoire sur la petite île italienne, totalement submergée par l'arrivée de migrants clandestins. Sur l'année de 2023, 130 000 migrants étaient arrivés sur Lampedusa, le double par rapport à l'année précédente. Donc au début, on se dit les promesses de Meloni, ça n'a pas tenu longtemps, c'est Sarko, mais en blonde. Sauf qu'un an et demi plus tard, les choses ont bien changé et les résultats sont là. Et la stat la plus folle que vous devez retenir, c'est que les entrées illégales sur le sol italien ont diminué de 65% en 2024. Keir Starmer, le premier ministre travailliste britannique, est venu voir Meloni pour lui demander « Comment t'as fait ?» En fait, la réponse est simple, les migrants ne veulent plus aller en Italie. Comme l'explique cet article du Figaro, elle a nettement durci les conditions d'accueil, elle a réduit les protections humanitaires et restreint l'asile pour les migrants venant de pays dits sûrs, en rallongeant la liste de 13 pays sûrs en octobre 2019, 16 en 2023 à 22 depuis mai 2024 et la durée de leur détention. En gros, la liste des pays sûrs sont des pays où l'on considère qu'il n'y a pas de raison de les fuir. Par exemple, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte ou encore le Kosovo. Meloni a ajouté beaucoup de pays dans cette liste pour qu'un maximum de migrants choisissent de partir dans un autre pays ou de ne pas quitter le territoire. Et inciter à ne pas quitter son pays d'origine se marchande par une aide financière ou matérielle. Grâce à des accords, certains départs ont bien diminué. Par exemple en Italie, environ 30 000 ou 40 000 personnes n'ont pas pu prendre la mer pour aller en Italie. En plus de ça, l'Italie a passé un accord avec l'Albanie pour externaliser une partie des demandes d'asile. 2 centres d'une capacité d'accueil de 3 000 migrants par mois ont été créés en Albanie pour recevoir des migrants interceptés en mer par les autorités italiennes. Ensuite, les demandes d'asile sont traitées en 28 jours, ceux dont la demande est acceptée peuvent rejoindre l'Italie, les autres sont renvoyés dans leur pays d'origine. Donc comme l'Italie s'est rendue difficile d'accès, beaucoup de migrants choisissent d'autres chemins pour essayer de rejoindre l'Europe. Une des raisons pour laquelle l'immigration clandestine explose en Grèce et en Espagne. Sur 2024, en Espagne, c'est 155% d'entrées supplémentaires qu'en 2023, en Grèce, c'est 222%. Vous vous souvenez peut-être de l'épisode de Tenerife en décembre dernier, quand la petite île espagnole était submergée à son tour par l'immigration clandestine.
Exactement comme Lampedusa, mais en Espagne. C'était une des conséquences directes de la politique de Meloni. C'était tellement la merde en Espagne d'un point de vue migratoire que le chef du gouvernement Pedro Sánchez a dû se rendre lui-même cet été en Mauritanie, au Sénégal et en Gambie pour renégocier l'arrivée des clandestins dans son pays. Cette politique crée des crises entre les pays. Rappelez-vous d'ailleurs la crise diplomatique que la France avait connue avec l'Italie en octobre 2022, avec l'histoire du bateau Ocean Viking. Bon, au final, la France avait perdu parce qu'un match diplomatique entre Darmanin et Meloni, on connaît déjà le score à la fin. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de solidarité européenne et que la question de l'accueil des migrants, c'est du chacun pour soi, et c'est normal. Pour résumer, l'Italie n'a pas particulièrement durci son contrôle des frontières, elle a surtout durci ses conditions d'accueil en dissuadant des étrangers de venir dans son pays. Ça porte ses fruits, même si Meloni garde malgré tout des difficultés dans sa politique d'expulsion, puisqu'environ 500 000 demandeurs d'asile en situation irrégulière sont encore sur le sol italien. C'est un autre chantier en cours, on refera le point à la fin du mandat. À propos de chantier, il y en a un qui a pris beaucoup de temps ces derniers mois, mais qui a finalement abouti, c'est la loi insécurité. C'est un projet de loi adopté au début du mois d'avril qui vise à renforcer les peines et à protéger les forces de l'ordre. L'exemple le plus marquant, c'est sur le droit de manifester qui devient beaucoup plus encadré. Maintenant, il y a un durcissement des peines pour tous les débordements lors des manifestations. Donc pour résumer, ça c'est fini, ça c'est fini, et ça aussi c'est fini. Le texte de loi a aussi créé de nouveaux délits. Et parmi eux, on compte les blocages d'autoroutes, même pacifiques. Just stop oil. I get him with the door. Tu fais ça, tu prends un mois de prison et une amende qui va jusqu'à 300 €. Mais le point qui est important, c'est les peines contre tous ceux qui s'attaquent aux institutions publiques, les hôpitaux, les commissariats, les écoles. Bon, en gros, vous vous souvenez tous des émeutes de 2023 en France. À la fin de la journée, des dizaines de commissariats et gendarmeries ont été attaqués. Maintenant, il y a une loi spéciale en Italie pour que ça n'arrive pas chez eux. Et aussi, les peines pour certains délits comme une révolte dans un établissement pénitentiaire sont renforcées. C'est une idée à glisser à Retailleau puisque vous avez tous suivi les récentes attaques sur les prisons françaises lors de ce mois d'avril, toutes taguées DDPF, défense des droits des prisonniers français. Donc ça, là aussi, c'est fini. Enfin, si la loi est respectée. Autre volet de ce projet de loi, c'est le durcissement des peines sur les délits ou menaces commises contre des membres des forces de l'ordre. C'est maintenant considéré comme des circonstances aggravantes qui sont captées par des caméras mobiles que les policiers peuvent porter lors de leurs interventions. Petite sous-partie de ce volet, c'est que ce décret prévoit de protéger financièrement les policiers qui seraient poursuivis dans une affaire pour assurer les frais de défense. Par exemple, si vous êtes le policier mis en cause dans l'affaire Naël ou d'Adama Traoré, que quelqu'un fait fuiter votre nom, prénom et qu'on retrouve votre adresse parce que la présomption d'innocence n'existe plus, eh bien l'État vous envoie 10 000 € pour affronter la tempête, le procès, etc. Et Jean Messia n'a plus besoin de lancer des cagnottes. Alors, bonne ou mauvaise idée ? On arrive sur le point le plus marquant, l'économie. Tous les pays occidentaux sont frappés par les mêmes maux. Il y a l'insécurité, l'immigration débridée, le wokisme, la liquescence des structures traditionnelles, vous connaissez. Mais ce qui s'installe de plus dans le débat public, en France mais aussi dans d'autres pays d'Europe, c'est la question de la thune. Je suis à l'aise financièrement. La gestion de l'argent public, les impôts, la dette de l'État, la fiscalité, etc. Et sur l'ensemble de ces sujets, Giorgia Meloni a des résultats impressionnants en un temps record. Pour commencer, c'est ce que je disais rapidement dans l'introduction, mais le déficit public est passé de 7,2% du PIB à 3,4%. Premier point. Autre chose, malgré une dette énorme de 136% du PIB, plus élevée que celle de la France, les agences de notation, celles qui évaluent la capacité à rembourser des dettes, comme Fitch ou Standard & Poor's, ont finalement donné une meilleure note à l'économie italienne à la fin 2024 que prévu. La note c'était BBB+, qui se traduisait par des progrès budgétaires reconnus, mais une dette élevée et une faible croissance qui pèse toujours. Pourtant, quand Giorgia Meloni est arrivée au pouvoir en octobre 2022, beaucoup pensaient que ça allait mal finir, surtout avec sa coalition de droite. Mais 2 ans et demi après, l'Italie est le seul pays du G7 à avoir un excédent primaire. C'est-à-dire très vulgairement que ses recettes sont plus élevées que ses dépenses, sauf pour payer les intérêts de sa dette. La France, elle, est loin d'en être là, vous allez voir. Alors d'où vient cette recette? Ça provient en partie de réformes fiscales importantes sur l'année 2023, notamment en augmentant les taxes sur le tabac, l'immobilier ou sur les banques et assurances. Mais ça ne vient pas d'impôts abusifs sur tout et n'importe quoi. Elle a par exemple baissé les impôts et les charges sociales de 15 milliards d'euros pour aider les plus modestes. Et Meloni a d'ailleurs promis qu'elle n'allait pas ajouter d'impôts dans le budget 2025. En même temps, elle profite encore d'un gros prêt de 200 milliards d'euros issu du plan de relance et de résilience que l'Italie avait reçu après le Covid, comme d'autres pays en Europe. Cet argent sert à moderniser le pays avec plein
plein de projets sur les routes, internet, le transport, les hôpitaux, les écoles, etc. Elle n'a pas fait n'importe quoi de cet argent et résultat, ça a relancé l'emploi. Le chômage est au plus bas depuis 20 ans, avec, à la fin novembre 2024, un total de plus de 24 millions d'emplois, un record et 320 000 postes créés sur un an. Mais si l'Italie va plutôt mieux économiquement, c'est surtout grâce à ses exportations, parce que la moitié de ce qu'elle produit est vendu à l'étranger. Le pays a gardé une industrie forte avec plein de petites et moyennes entreprises familiales, ce qui est devenu rare en Europe. Elle vend surtout des voitures, évidemment, c'est la spécialité, et ça représente 6,7% des exportations industrielles, mais elle vend aussi des produits de mode, des médicaments, de la haute technologie, de la nourriture, bref, plein de secteurs différents très spécialisés. En 2023, la balance commerciale de l'Italie est de 55 milliards. La même année, celle de la France, c'était moins 100 milliards d'euros. Ouais. Et encore, sans les produits énergétiques, la balance commerciale de l'Italie atteint les 105 milliards d'euros. L'Italie veut continuer sa dynamique en limitant encore un peu plus les importations énergétiques, en développant notamment sa filière nucléaire, et vise ses premières centrales pour 2030. Bon, ça en fait des beaux projets. Et encore, il y en a d'autres que j'ai pas encore détaillés. Il faudra une autre vidéo pour parler du projet de Giorgia Meloni pour l'école. Pour la faire courte, là, il y a une réforme sur l'éducation qui va entrer en vigueur en 2026. Et je vais juste citer l'article de l'Humanité sur le sujet. Après avoir mis l'accent sur l'autorité et la discipline à l'école, la réforme des programmes scolaires place religion et identité au centre des savoirs. Et ben, j'en demande pas plus. Mais déjà, avant ce projet de loi qui va arriver, il y a déjà des avancées spectaculaires. Interdiction des symboles neutres et non binaires à l'école. Seules les mentions garçons et filles sont utilisées. Défense de la langue italienne contre l'écriture inclusive, qui en Italie s'appelle le « ça s'affiche à l'écran » et je vous laisse le prononcer. Il y a aussi des notes de bonne conduite, c'est-à-dire que depuis septembre 2024, les élèves qui n'ont pas une moyenne de bonne conduite en classe supérieure à la moyenne redoublent. Ça s'appelle du pragmatisme. Là, je vous ai donné plein de raisons d'apprécier l'action de Giorgia Meloni, mais qu'en pensent les Italiens? Parce que c'est eux qui l'ont choisi depuis 1 an et demi. Déjà, je rappelle que c'est elle qui a mené la campagne des élections européennes en juin dernier avec son parti Fratelli d'Italia. Le parti a fini en tête avec 28% des voix, premier indice de satisfaction. Autre élément, la coalition que mène Giorgia Meloni est jaugée à 49% d'intention de vote dans les sondages. En même temps, cette coalition gouverne et pour la première fois depuis longtemps, l'Italie connaît enfin de la stabilité. Car depuis 2015, l'Italie a connu 5 présidents de conseils différents. Les derniers gouvernements restaient en poste maximum 1 ou 1 an et demi. Une des raisons pour lesquelles Meloni veut démarrer incessamment sous peu une grande réforme constitutionnelle que Silvio Berlusconi avait initiée en 2006. En fait, Meloni veut un modèle qui ressemble à notre 5e République, mais bon, pas sûr que la France soit tout de suite un très bon exemple. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce bilan de mi-mandat, j'espère que ça vous a intéressé. Est-ce que vous trouvez qu'elle est à la hauteur de ses promesses? Dites-le nous en commentaire et dites-nous de quel autre dirigeant voudriez-vous que l'on parle. Gros bisous.